Bienvenue dans Esprit Libre, Femme, Maman et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat & Kiss 17 et aujourd'hui, je reçois une femme lumineuse, sensible et pleine de nuances, Armelle, artiste et art thérapeute. Avec elle, on va parler de l'art comme chemin de transformation, de libération, de réparation aussi parfois. Comment l'art peut-il nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes? Pourquoi créer, c'est déjà prendre soin de soi? Et en quoi l'art-thérapie peut nous accompagner dans les petits et grands passages de vie. Armelle nous ouvre les portes de son univers, entre couleurs, émotions, silence et intuition. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi porter. C'est parti pour un nouvel épisode d'Esprit Libre. Bonjour Armelle. Bonjour Catherine. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, très bien. Je vais bien, il fait beau. Je suis très contente de te recevoir, donc c'est chouette. C'est moi, ça me fait plaisir d'être avec toi, de discuter, de te connaître autre qu'aux apéros entrepreneurs et à la rando. Ça fait plaisir. Ça. Alors moi, je te connais un peu et on a pris le temps de discuter. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok, alors je m'appelle Armelle, je suis femme, artiste, mère de 2 grandes filles et je suis art thérapeute, donc artiste et praticienne en soins sonores. Voilà. J'adore. Moi, le côté artiste, j'adore. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ton cheminement vers les soins sonores? Très parti, ou la différence avec les soins sonores et l'art thérapie? Alors, l'art thérapie, peut-être qu'il faut que je commence au début plutôt, alors, parce que y a un cheminement logique pour moi. Okay. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée. J'ai travaillé, tout de suite en pédopsychiatrie à l'hôpital, donc avec des enfants, adolescents et leurs familles. Moi, je pratiquais déjà un peu les arts plastiques pour moi, de façon personnelle. Et rapidement, en fait, je trouvais que ça peut être intéressant de proposer une médiation aux enfants qui parfois n'ont pas les mots, les émotions parfois sortent très fort et n'ont pas forcément des façons de m'exprimer de manière aisée. Et donc, j'ai un peu fouillé de ce côté-là et du coup, je suis allée me former en art-thérapie pendant 3 ans. Et je suis devenue art thérapeute dans cet hôpital-là. Et les soins sonores sont venus après, c'est-à-dire que les soins sonores, j'ai d'abord j'ai fait la rencontre d'un bol sur un salon bien-être au départ. D'accord. Rien à voir. Et vraiment, la vibration du bol m'a rempli. Enfin, c'était vraiment la sensation que j'ai eue. Et me faisait un bien, m'apaisait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose, j'étais impressionnée du bien que ça me faisait. Et donc, j'ai cherché, j'ai regardé. Au fur et à mesure, j'ai fini par avoir un bol pour moi, en me disant c'est pour moi, ça me fait du bien. Et un jour, je l'ai emmené à mon travail. Et en fait, c'était pas forcément mon idée au départ de le proposer aux enfants avec lesquels je travaillais, mais ça s'est trouvé comme ça. Et en fait, tout de suite, j'étais impressionnée de la sécurité que ça leur proposait, de l'apaisement et vraiment de la sérénité que ça procurait aux enfants et adolescents très agités que je recevais. Et là, je me dis vraiment, enfin, il n'y a pas qu'à moi, quoi. Donc, je me dis, mais il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Et du coup, j'ai continué à fouiller, à me renseigner, à essayer de voir un peu ce qui existait comme formation, parce que il y a un peu de tout, hein. Il y a des initiations d'une après-midi, donc c'était pas forcément facile de faire le tri. Et puis, je suis partie me former à différents endroits, parce que je trouve toujours intéressant de pouvoir croiser un peu les enseignements pour d'abord souvent sont complémentaires, et puis de forger un peu ma propre vision de voir les choses et de travailler. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très complémentaire de l'art-thérapie, puisque l'art-thérapie, c'est vraiment une mise en mouvement du corps et une proposition de mettre en image les difficultés, les émotions, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein, ça fonctionne aussi très bien avec des adultes. Et en fait... Et en fait, les soins sonores viennent vraiment proposer quelque chose de très englobant, où là, le corps n'est a priori plus en mouvement, parce que souvent on travaille allongé.
mais il devient récepteur, mais un récepteur actif, puisque les bols, avec les sonorités et les vibrations, viennent stimuler les capacités naturelles du corps et proposent donc un enveloppement, mais en même temps une profonde détente, une relaxation, et on peut travailler aussi sur les blocages physiques, émotionnels et énergétiques. Donc pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Et aujourd'hui, je travaille, c'est une palette un peu pour moi d'outils. Je travaille en art-thérapie avec les arts plastiques et avec les soins sonores, où je propose aussi un accompagnement ou une séance ponctuelle uniquement avec des massages sonores, selon les besoins des personnes qui viennent me voir. Est-ce que tu as eu un déclic ou une expérience à toi personnelle qui t'a amené quand même sur cette voie? Est-ce qu'il s'est passé un événement sans forcément rentrer dans le détail? Je pense que surtout ce qui m'a amené dans cette voie, c'est-à-dire que je savais dès la 6e, 5e que je voulais être éduque, en fait. C'était vraiment mon truc. Mais je pense qu'en fait, avec du recul, en fait, je pense que j'étais vraiment dans une famille où les émotions, les affects et l'histoire familiale n'avaient pas beaucoup de place. Et donc moi, en tant qu'enfant, je me retrouvais pas beaucoup. Et donc c'est d'abord les arts en fait qui ont vraiment été un nouveau langage pour moi d'expression et qui m'ont permis un peu d'avoir un espace à la fois de rêverie, un espace un peu de sécurité et aussi un espace qui me permettait petit à petit d'habiter un peu le monde. Et donc je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'accompagner des personnes qui étaient un peu en marge, peut-être que d'autres ne comprenaient pas. Je me sentais assez peu comprise moi-même. Donc je pense que c'est ça en fait qui a démarré mon envie d'être éduque. Et après, pour moi, c'est vraiment une suite logique, c'est vraiment un cheminement professionnel et très en lien avec justement ces questions de mémoire. De mémoire corporelle, de finalement tout ce qu'on vit s'imprime dans le corps. Donc pour moi, de passer par des thérapies psychocorporelles, c'était très cohérent pour moi. D'accord. Et comment en fait tu penses que là on va parler entre le lien maternité, féminité et l'art-thérapie. Comment les soins sonores en fait et l'art-thérapie pourraient aider les femmes et particulièrement les mamans, parce qu'on est un podcast pour les mamans aussi, et se reconnecter à elles-mêmes. Parce qu'en plus, toi, t'es assez compréhensif, t'es maman toi-même. Ouais, exactement. Bah, en fait, je trouve que l'art-thérapie, c'est vraiment un beau moyen de se reconnecter à sa part d'enfant. Puisque, voilà, on a tous été enfants et c'est vraiment... c'est vraiment ça qui continue de nous animer de façon différente quand on est adulte. Parfois, on le met un peu plus de côté que d'autres. Et finalement, de reconnecter à ses besoins premiers. Ouais. Oui, donc l'art-thérapie, c'est vraiment un moyen de reconnecter son enfant intérieur. Et donc, avant d'être adulte, on a tous été des enfants. Et cet enfant vit encore en nous avec ce qui nous construit, c'est finalement nos expériences de tout petit. Avec nos parents, avec les frères et sœurs éventuellement, avec les copains. Et du coup, quand on grandit, on se construit dans une société, on a des attentes, on a des obligations, on a des devoirs. La fameuse pression sociale. Exactement. Et parfois, sans s'en rendre compte, on s'éloigne un peu de cette part-là. Et du coup, quand on devient maman, il y a des fois aussi où il y a justement cette part d'enfant en nous qui se réveille. Et parfois, c'est OK. Et on est en accord avec cette part d'enfant et parfois moins. Et dans ce cadre-là, l'art-thérapie, c'est vraiment un bon moyen de venir un peu éclairer tout ça et déposer et adoucir des choses et qui nous rendent du coup plus disponibles ensuite pour être en relation avec nos propres enfants. Est-ce que tu penses, alors on parle souvent de charge mentale, je pense que tu la connais aussi, la fameuse charge mentale. Est-ce que tu penses que c'est des pratiques qui peuvent en fait, ou ça peut être un outil pour alléger, ou alors tu penses que c'est deux choses différentes? Ah non, je pense que vraiment, en fait, ça peut vraiment être aussi un support pour alléger, parce que c'est un espace où on pose un peu le mental à la porte de l'atelier. Et du coup, ça permet aussi, alors là notamment, je trouve aussi les soins sonores, je trouve accompagnent vraiment pour se recentrer et pour tout ce qui est
clarté mentale. Et clarté mentale, c'est du coup faire un peu le tri, voilà, se libérer de ce qu'on n'a pas besoin, retrouver nos priorités et aller vraiment sur un chemin qui est plus juste pour soi. Carrément. Comment est-ce que tu penses, est-ce que là tu as un tips? Comment est-ce qu'une maman pourrait intégrer en fait des pratiques de soins sonores ou d'expression artistique dans un quotidien de maman? Alors, dans un quotidien de maman qui est souvent bien chargé, ouais. Ce qui est d'abord important, il me semble, c'est de s'autoriser à prendre du temps pour soi, quel qu'il soit. Parce que effectivement, être maman, on a toujours envie d'être présent pour ses enfants et voilà, et de leur donner le plus d'amour possible. Et si on ne prend pas le temps de se donner un peu d'amour à soi avant, le risque c'est qu'on s'épuise et ou qu'on soit moins disponible. Et alors après, ça peut être plein de façons différentes. D'aller voir un art thérapeute, ça peut être un moment justement un peu une bulle ressource dans une semaine qui est très chargée. Alors parfois on se dit j'ai même pas le temps de prendre rendez-vous, c'est pas possible. Sauf que de prendre ne serait-ce qu'une heure pour soi, au final ça peut en donner de l'énergie pour la semaine, quoi. Donc en fait, des fois on est pris comme ça dans un rythme et à trop repousser parfois le risque c'est qu'on se fait déborder après. Donc, et ce que je trouve intéressant aussi quand même, je voulais dire, c'est que en Occident, on prend beaucoup, on parle beaucoup des massages, parce qu'avec les soins sonores, on parle aussi de massages sonores, mais en tout cas, on prend beaucoup les massages comme des luxes, c'est-à-dire c'est presque un luxe d'aller faire un massage. Et on considère notre corps comme étant très locomoteur finalement. Et donc tant qu'il nous porte là où on doit aller, bosser, courir, chercher les enfants, dire une histoire, donner le bain, ou voilà, ou aller en réunion, faire avec des collègues, c'est pas toujours facile. Tant que le corps suit, ça va. Et donc on estime qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Et on ne le regarde que quand il crie de douleur, de maladie, de fatigue. Et souvent là, c'est un peu tard. Alors que en Asie, on va voir le médecin, on va se faire masser. D'abord, on va voir le médecin pour ne pas être malade. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. J'avais vu en Thaïlande ça. Exactement. Et on va se faire masser parce que ça fait partie de l'hygiène de vie, parce que le corps est vraiment bien plus au centre de pratiques. Et en fait, je pense que c'est une entrée qui est vraiment intéressante de prendre soin de son corps avant qu'on ait des alertes. En Occident, on a vraiment ce truc, on a très peu d'estime en fait pour notre corps. Ouais. C'est même si aujourd'hui on fait à notre manière les trucs détox et tout ça, je trouve qu'on a très peu quand même d'estime. C'est pas encore ancré. Oui. Et puis c'est souvent aussi, je trouve, quand tu parles de détox, c'est aussi parfois dans des extrêmes. C'est-à-dire que le jour où on prend soin de son corps, on va faire du sport à fond. Le jour où on prend soin on parle de détox, des fois, c'est des jeûnes sur je sais pas combien de temps, ou c'est des régimes énormes, alors que moi je crois que c'est vraiment un équilibre à trouver, et je pense que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'alimentation, dans d'autres choses, c'est vraiment d'abord ça appartient à chacun, ce qui convient à soi convient pas forcément à l'autre. C'est vraiment une question d'équilibre, pas tout l'un ou tout l'autre ou pas du tout, quoi. Et c'est ça qui parfois est le plus difficile à trouver, parce qu'il faut arriver à le sentir soi-même, et que parfois, comme on a été, on a intégré plein de choses dans notre parcours de vie, et on n'a pas appris à sentir ce dont on avait besoin et ce qui était bien pour soi. Donc, des fois, ça, c'est pas toujours facile. On ne l'apprend pas à l'école. Non. Aussi. Non, c'est vrai, mis à part que là, on va devoir demander à nos enfants maternels ce qu'ils veulent faire. Exactement. Exactement. Donc bon, après, il y a le choix entre être Elsa de la Reine des Neiges et je vais pas être Spider-Man, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que je pense, à mon sens, que ça serait beaucoup plus important d'apprendre ça aux enfants que de leur demander effectivement ce qu'ils veulent faire dans 20 ans. Exactement. On s'occupe pas beaucoup du corps des enfants. Non. On leur apprend pas à connaître leur corps. C'est surtout ça. J'ai vraiment, et ma fille, moi, qui a 3 ans, du coup, enfin 3 ans et demi, c'est très mignon, ils me font de la relaxation, mais c'est une fois tous les 15 jours, je crois. Ouais. C'est pas
c'est pas encore, alors que moi, quand t'es à la maison, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire pratiquement tous les soirs, on va essayer de trouver son truc bien-être, quoi, à elle. Alors qu'en plus, je trouve, c'est une ressource, tu vois, c'est comme, ça, enfin, tout ce qui est, ressenti corporel et aussi, un loisir, un plaisir, une passion, ça pourrait être. Je trouve que quand on a acquis ça, bah, moi, je me souviens, je disais à mes filles, elles aimaient, enfin, ma grande, elle aime l'art. Et je lui disais, mais, qu'elle fasse un cours ou pas, peu importe, mais que, à partir du moment où elle trouve quelque chose qui lui fait plaisir, c'est gagné pour la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle garde avec elle, qu'elle en fasse son métier ou pas, c'est pas le problème, mais c'est une ressource qu'elle a, c'est un endroit où parfois elle se réfugie, d'autres fois elle s'exprime différemment, des fois elle s'épanouit, mais en tout cas pour moi c'est une richesse, et c'est ça qui est important. Et donc que ce soit l'art ou un plaisir, je sais pas, d'être dans la nature, en tout cas trouver un lieu où on est bien, et on est bien avec soi, on est bien dans son corps, c'est vraiment important. Donc ça peut passer aussi par la relaxation, et du coup de proposer vraiment de découvrir ça sans être dans la performance, parce que je pense aux arts à l'école aussi, c'est souvent de la performance. C'est souvent de la performance, et parfois c'est aussi pour montrer du beau aux parents, et on s'en moque. Oui, pour dire, vous avez vu votre enfant, il rentre bien dans les cases, en fait. Voilà, là, il y a quelque chose d'une valorisation peut-être parfois d'un travail bien accompli par l'enseignant, et puis parfois d'une valorisation des parents qui trouvent que c'est beau, mais au final, comment l'enfant, lui, s'est saisi vraiment de qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a senti, comment ça a résonné en lui. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'accompagnement qui t'a marqué? Une maman ou une femme, en fait, qui t'a marqué? Alors le premier qui vient, c'était plutôt un enfant dans lequel je m'occupais en pédopsychiatrie, qui était un enfant qui était très très agité, très très beaucoup dans la parole, mais un flot de parole sans arrêt. C'est-à-dire que pour lui, c'était une angoisse permanente qui comblait beaucoup avec une agitation physique et une agitation verbale. Et où vraiment, il y a eu tout un travail avec lui. Il y a eu beaucoup de travail avec la terre, par exemple. C'est quelque chose qu'il investissait beaucoup. Il était dans des constructions, mais il faisait que des constructions qui ne tenaient jamais. Ça s'écroulait sans arrêt. Et c'était tout un travail, tout un processus pour lui de petit à petit, de pouvoir poser un peu des choses et construire quelque chose. Et au fur et à mesure qu'il arrivait à construire avec la terre, bah il y a quelque chose qui s'apaisait chez lui et qui du coup se construisait à l'intérieur, une sécurité intérieure qui se construisait. Et en même temps, cet enfant fait partie des enfants avec lesquels j'avais à un moment le bol de mon atelier. Et c'était vraiment chouette parce qu'ils faisaient partie des 2-3 qui l'ont vu, et qui vraiment, il y a vraiment quelque chose d'un apaisement, et puis de sentir aussi l'intériorité de son corps. Il y a des personnes, des enfants ou adultes, qui ont du mal à sentir des douleurs, ou à sentir un moment, ne serait quelque chose de doux sur le corps. Enfin, les sensations corporelles sont difficiles. Et ça, l'art-thérapie et les bols sont vraiment intéressants pour ça. Et excuse-moi, mais je suis peut-être un peu longue, mais je pense aussi à une femme, ça c'était vraiment intéressant. Une femme qui est venue me voir pendant plus d'1 an, en art-thérapie, mais avec laquelle j'ai aussi intégré les bols. Et qui est une femme qui avait intégré un principe d'éducation qui était très cadré, très cadrant, où elle avait beaucoup d'injonctions finalement de bien faire, de répondre à des commandes, et qui du coup là arrivait à une 50aine d'années à se sentir à l'étroit dans cette situation-là, mais plus savoir comment faire, et où vraiment à la fin de notre travail, elle dit, j'ai l'impression je me suis retrouvée. Ouais, c'est beau. Ouais. Et ça, franchement, c'est vraiment chouette. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une femme qui
qui s'est retrouvée elle-même, quoi. Donc ça, c'est vraiment très beau. Est-ce que tu aurais un conseil, le conseil que tu donnerais aux mamans qui veulent explorer ces pratiques mais qui n'osent pas se lancer? Alors d'abord, pour se lancer, faut pas se forcer. Ce qui est important, je pense, parce qu'il y a plein de choses aussi. L'art-thérapie, c'est pas évident parce que on entend beaucoup parler d'art-thérapie maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est bien dans un sens parce que c'est un peu plus connu. Ce qui est difficile, c'est de faire le tri. Un peu comme je parlais des formations tout à l'heure. C'est des fois, effectivement, il y a un atelier d'art-thérapie, 1 heure ponctuelle sur une thématique. Et puis à côté de ça, est-ce que cet atelier, il va vraiment m'apporter quelque chose? Sur 1 heure, sur un atelier, pour moi, c'est une découverte. C'est pas un travail en art-thérapie. Ce qui est important de voir, surtout, c'est aussi de voir la personne, l'art thérapeute. C'est-à-dire que, comme il y a plusieurs types de formations différentes, il y a plein de formations qui sont très bien. Ce qui est important, c'est que quand on est art thérapeute, on est artiste. On passe par la médiation nous-mêmes, on passe par la médiation artistique nous-mêmes, donc on connaît ce processus. Ouais. On a une formation en psychologie. Donc ça fait partie aussi des critères que les gens peuvent regarder quand ils veulent s'adresser à un art thérapeute. On a une formation, justement, de ce lien entre l'art et la psychologie, de comment on travaille ça. Donc ça peut être quand on cherche, par exemple, quelqu'un et comment faire confiance. En tout cas, c'est des points déjà d'appui, de voir la formation de la personne. Il y a des formations qui sont reconnues, qui sont certifiées, qui sont reconnues. Mais il y a aussi une question de rencontre avec la personne, avec l'art thérapeute, parce que finalement, comme dans toute thérapie, on va pas forcément convenir à tout le monde. Donc ça, c'est important. C'est ça, faut qu'il y ait un feeling, quoi. Exactement. Donc ça, alors, quand c'est un atelier de groupe ponctuel, parfois, il n'y a pas d'entretien préliminaire avec l'art thérapeute, mais en tout cas, d'oser un atelier, de se dire, je ne m'engage à rien en faisant un atelier, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire à la fin de l'atelier, bah non, moi, ça me convient pas pour plein de raisons, que ce soit la personne, que ce soit le format d'atelier, que ce soit tout à fait possible. En fait, il faut s'autoriser à essayer. Je pense que c'est ça. On va parler un peu entrepreneuriat, parce que tu es entrepreneuse aussi. Et donc toi, bon, après tu as 2 filles, c'est ça, qui sont très grandes. Ouais, 15 et 20. Donc tu n'as plus les couches et tout ça. Non. Mais tu as connu. Oh, mais oui. Oh, t'inquiète, on a d'autres. Hein. Il y a d'autres soucis. Ah oui. Ouais, on avait toujours dit quand ils sont petits problèmes, quand ils sont grands problèmes. Mais c'est ça. Pas. C'est que je sais pas comment le prendre, ce truc où je me dis, mais en fait, c'est déjà compliqué, là. Moi, je pense qu'il faut pas trop se projeter, en fait. Ça viendra, on verra, et c'est pas vrai forcément égal pour tout le monde. Je vais découvrir petit à petit. Et j'aurais aimé savoir, c'était quoi aujourd'hui? Et puis tu as connu l'avant. Comment t'as fait pour trouver ton équilibre, tes routines ou des pratiques qui t'ont aidé toi au quotidien? Donc ça, c'est plus le conseil pour les mamans ou jeunes mamans. Ouais. Par rapport aux enfants, tu veux dire? Ouais, et à la vie d'entrepreneuse. Et ben ça, c'est un chemin, je pense. Non, c'est vrai, c'est un chemin parce que en fait, d'ailleurs, entrepreneuse c'est une chose, mais en tout cas active, peu importe que ce soit entrepreneur ou dans une boîte. Moi, j'avais effectivement toujours le désir d'être présente pour mes enfants. Et il y a des moments, et donc je suis passée par des moments où je voulais être absolument présente, et puis à un moment je me suis rendu compte que finalement c'était pas forcément la quantité de ma présence, mais la qualité. Donc il y a des fois où le fait d'être entrepreneuse, ça m'a permis, quand mes filles en ont eu besoin, d'être vraiment beaucoup plus présente. Donc ça c'était pour moi important, c'était une souplesse du fait d'être entrepreneuse, mais il y a des moments où c'était pas quelque chose qui était vrai tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit mais j'étais là pour mes enfants et ça suffisait encore pas. C'est comme s'il fallait plus. Et en fait, je me suis dit mais non, en fait, le temps dont elles avaient besoin que je sois là, je l'ai passé. Maintenant, c'est important aussi que je retrouve mon équilibre à moi et que du coup, et puis c'est aussi que je leur fasse confiance. Parce que être trop présente, je pense qu'il y avait aussi quelque chose d'une inquiétude personnelle qui ne racontait pas,
qui m'appartenait, de vraiment avec tout l'amour et toute l'envie d'une maman pour ses enfants, hein, de me dire mais comment elles vont faire si je suis pas là. Mais en fait, les enfants grandissent très très bien et globalement, c'est aussi ça le travail d'une maman, c'est de les laisser aussi voler de leurs propres ailes et du coup peut-être de privilégier des moments différents, des moments où on est moins souvent physiquement présent. Alors après, grandissant, en plus mes filles, ça se fait un peu d'autres manières. C'est pas que présent. Parfois c'est par téléphone. J'ai une fille qui est à Poitiers. Enfin bon, voilà. Oui. Mais que j'avais au téléphone ce matin d'ailleurs. Et, mais du coup, voilà, c'est d'arriver à jauger comment elles ont besoin et comment nous on a besoin d'être présents à ce moment-là. Mais que ce soit pas une présence pour être présente, mais qui du coup n'est pas nourrie ou qui n'est pas qui peut être envahissante et en même temps garder quand même à l'esprit, parce que c'est vrai qu'entrepreneuse, on a tellement de casquettes, on a beaucoup de choses à développer, donc et puis il y a une dynamique qui se met en place et puis on a envie que ça avance et puis on a envie que donc du coup parfois effectivement on se fait aussi prendre par le boulot et donc là il y a des fois je me dis ah ouais non, là par contre j'ai été trop au boulot. Donc en fait c'est ça, c'est vraiment un tissage. Trouver l'équilibre et je pense que ça dépend de la vie qu'on mène. Ça dépend de la vie qu'on mène, mais en tout cas moi je pense que c'est finalement. Alors tu parlais d'un conseil, je sais pas si c'est un conseil, mais c'est en tout cas de rien prendre pour acquis et dans le sens de toujours s'autoriser à se questionner sans pour autant que ce soit déstabilisant et de s'autoriser à remettre en question notre façon de lier le boulot et le perso. Et pour être sûr, en tout cas, pour être sûr que ce soit toujours adapté et ajusté autant pour soi que pour ses enfants. C'est vrai. Et c'est pas chose simple. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, tu as dit leur laisser de l'espace. Donc moi, ma fille, elle prend des cours de musique, du coup, avec Noémie. Et ça m'a... Elle a de la chance. Ah, mais elle a trop de chance. Mais en plus, j'ai testé, enfin, j'ai pu rester une fois. Ma fille m'a autorisée à rester une fois. Et ça m'a fait vraiment bizarre quand elle m'a dit non maman, je veux que tu m'attendes dans la salle d'attente. Et je me suis dit bon bah d'accord, ok. T'as eu l'impression qu'elle te virait un peu? Ah oui, clairement. Clairement, faut demander à Noémie, mais c'est arrivé une fois où elle m'a autorisée à venir une fois. Et je la dépose vraiment le samedi et elle fait sa vie. Après, tout est fait pour que les enfants se sentent bien aussi avec Noémie et c'est très bien ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que je la dépose à la porte et elle fait sa vie. Elle me dit à tout à l'heure. Elle se barre avec Noémie. Et oui, mais c'est qu'elle est bien. Alors d'abord, on a tous notre jardin secret. Oui, et ça j'ai eu du mal. Bah ouais. Donc du coup, les enfants aussi ont envie d'avoir un peu leur jardin secret. Et puis quand t'es en tant que parent, notre rôle, c'est aussi de les accompagner vers une autonomie. Donc une autonomie où ils ont moins besoin de nous. On sera toujours là. Moi, je crois vraiment qu'on sera toujours là pour nos enfants. Moi, je le dis encore à ma fille qui a 20 ans, peu importe l'âge qu'elle aura et l'âge que j'aurai, je serai toujours là pour elle quand elle aura besoin. Sauf que quand même, notre rôle de parent premier, c'est de leur donner les armes suffisantes pour se sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps, de se sentir autonome. Et du coup, moi, je trouve ça assez chouette quand les enfants se sentent suffisamment sécures pour dire « Ah non, là, j'ai pas besoin de toi ». Donc, c'est sûr que des fois, ça vient résonner sur notre corde un peu sensible. C'est ça. Quand même, elle me met dehors, c'est franchement pas cool. Mais en même temps, c'est un peu comme le tout petit, en plus jeune encore, qui est à côté de nous et puis petit à petit, il va s'éloigner un peu et puis il revient et puis il s'éloigne un peu ou qui s'amuse à se cacher. C'est aussi ça, c'est le début le début de la séparation finalement, c'est de s'autoriser à pas être au vu de ses parents tout le temps. Et je trouve que c'est une évolution assez juste. Alors du coup, nous en tant que parents, c'est d'abord ça vient aussi on prend sur nous. Voilà, et puis de faire confiance aussi dans le sens où oui, elle fait des choses de son côté, mais pour autant notre lien n'est pas touché. Oui. Il y a ça.
Et puis elle fait des choses de son côté, mais moi aussi je peux faire des choses de mon côté. Enfin, voilà, Oui. c'est-à-dire que c'est normal. Il y a des fois où moi, mes enfants plus grands, mes filles plus grandes, parfois à un moment on comprenait pas que je sois pas disponible à la minute sur le moment dont elles avaient besoin. Elles comprenaient pas ça. Puis moi, à un moment, un jour, je leur dis mais Jeanne, quand t'as des copines, tu m'invites dans ta chambre avec tes copines à 14 ans là, ou tu préfères discuter toute seule avec elles? Mais oui. Bah oui. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que c'est toujours cette histoire de c'est un lien et puis c'est un peu c'est comment ça s'ajuste. Il y a des fois il y a des vases communicants et alors après voilà, mais moi je trouve ça assez chouette justement de voir quand ils commencent à être sereins et de se dire qu'ils sont dans un lieu où ils sont bien, ils sont en confiance. Là tu parles de Noémie, en plus c'est quelqu'un en qui toi tu as confiance aussi. Ah oui, totalement. Donc du coup ouais, je trouve que puis c'est tout. Je pense que pour les enfants c'est aussi une façon de voir comment leurs parents supportent qu'ils grandissent de leur côté. De façon inconsciente, hein, mais en tout cas, voilà. On ne sait pas que je fais le taxi parce que c'est une demi-heure pour son âge, du coup c'est une demi-heure. Ouais. C'est vraiment faire Île-de-Ré, La Rochelle pour une demi-heure de cours. Ouais. Et puis après, elle a les copines aussi à aller voir. Malgré ses 3 ans et demi, elle a une vie sociale plus remplie que sa mère. En fait. Pour terminer ce podcast, j'aimerais savoir si tu te retrouves il y a 20 ans en arrière. Ouais. Quel conseil t'aurais aimé avoir quand tu étais enceinte, avant d'avoir ton enfant, enfin tes filles? Il y a 20 ans. Quel conseil? Bonne question. Que tu revois ce petit être. Moi, je pense que c'est plus ne prends pas trop à cœur ce que les conseils qu'on te donne, parce que alors il y a des conseils qui sont très justes, très bienveillants, mais ils correspondent pas tous à ce que je vivais moi. Ils correspondaient pas tous à ce que je vivais moi avec ma fille. Et parfois, je pense qu'il y a des fois où, comme c'était ma première grossesse, mon premier enfant, j'avais tellement envie de bien faire que du coup, comme les avis parfois, en plus les conseils divergeaient, il y a des fois où moi je me suis retrouvée un peu perdue. Et en fait, c'est justement de les prendre avec parcimonie et de se dire que on est seul bien placé pour en tout cas prendre la meilleure option qui soit à ce moment-là. Génial comme conseil, c'est vrai en plus, c'est faire le tri. Exactement. C'est hyper important de faire le tri dans les conseils. Ouais. Merci beaucoup Armelle. Merci à toi Catherine. À bientôt. À bientôt. Merci à toi Armelle pour cette bulle de douceur, de profondeur et pour ce regard si sensible que tu portes sur le monde. On repart de cet échange avec une envie folle de créer, sans pression, sans attente, juste pour le plaisir d'exprimer, de déposer et de se relier à soi, que ce soit avec un pinceau, des mots, de la terre ou même en cuisine. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu te sentiras inspiré à oser créer un petit quelque chose pour toi, pour ton espace intérieur. Et n'oublie pas, l'art n'a pas besoin d'être beau pour être puissant, il a juste besoin d'être authentique. Merci pour ton écoute et comme toujours, avance à ton rythme, tu es exactement là où tu dois être. À très bientôt dans Esprit Libre.